On va regarder les actions. Donc on va commencer par la France. Là, je me suis fait bien eu. L'idée sur la France, donc augmentation de capital, rien de neuf, hein, on l'attendait cette augmentation de capital, elle était connue, on savait qu'elle allait tomber, etc. On avait eu une bonne amélioration graphique ici, puis paf, l'augmentation de capital tombe. Le prix, ils sont allés chercher quand même assez bas globalement, mais le but évidemment c'est de ramasser et d'en faire un succès. Globalement, là, le marché a quand même pas du tout apprécié. Donc ça, c'était un petit peu la surprise du chef. Graphiquement parlant, c'est toujours compliqué, il va falloir attendre d'avoir la fin, que tout le monde reçoive ses actions, etc., pour voir un petit peu comment ça tourne, mais je pense qu'il y aura de la participation. On voit que sur le secteur tourisme, quand même, ça revient plutôt pas mal. Alors certes, le pétrole est cher, etc., bien entendu, mais on joue là aussi différentes temporalités de scénarios. Donc l'idée, c'est que je vais participer à l'augmentation de capital, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, donc je vais participer, ça me permettra de doubler la position parce que j'ai acheté des DPS justement supplémentaires pour pouvoir avoir beaucoup plus de titres, pour essayer de faire baisser mon prix de revient le plus possible. Et à partir de là, ça reste une position moyen terme qui sera coincée, vous le voyez, dans une espèce de triangle symétrique. Et après, on verra un petit peu le yo-yo, comment ça va se passer. Évidemment, si ça casse, globalement, on le verra. Il faut attendre un petit peu donc le 7 juin. Mais si après le 7 juin, on casse ici, ça sera moyen moins. Donc voilà, ça c'est les plaisirs des augmentations de capital. Sinon, Alibaba, les valeurs chinoises sont bien revenus, donc il y a les résultats qui sont parus hier sur Alibaba, ça nous a permis, vous voyez, de casser les biseaux descendants. On a la même chose sur Pinduoduo, sur Momo, en fait les gros calibres de valeurs chinoises étaient toutes à peu près dans ces mêmes tendances baissières-là, mais dans des congestions depuis 3 mois, et on est en train d'en sortir par le haut. Donc on a les retournements qui commencent à s'acter. Alors bien entendu, la route est encore longue, hein. Il ne s'agit pas de dire que ça y est, c'est à nouveau des tendances haussières, non. Mais c'est des bons débuts, et on commence à acter. Alid Elf, ça fait partie des valeurs d'OB un petit peu, hein, c'est pas vraiment intéressant d'un point de vue société, mais c'est des valeurs qui sont très liées au Covid, et que j'utilise comme indicateur pour la peur du Covid. Donc j'utilise en fait les spéculatives américaines, parce qu'en règle générale, c'est celles qui vont donner en fait le là, et vous allez voir, un jour, en gros, il n'y a pas un rat, et un jour, paf, il va y avoir 10 millions de titres échangés, le truc va faire plus 50%, et là vous vous dites, ok, il y a anguille sous roche, je vais regarder du côté de mes statistiques, et je vais regarder un petit peu ce que ça brouille, et là, je me remets sur les valeurs qui m'intéressent, Sartorius, Eurofins, si on veut chercher des gros calibres, ou du Novacite et du Biocinex et compagnie, si on veut rester en Europe et aller chercher Euroscientifique, etc. Mais voilà un petit peu comment je schématise, et en fait j'utilise certaines actions comme ça, plus comme des indicateurs, pour savoir un petit peu si le marché du PK moyen un petit peu a peur, et donc du coup revient chercher en mode peur panique des valeurs Covid ou pas. Là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que la réponse, c'est non. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que la configuration graphique est quand même bien congestionnée. Donc, je ne sais pas si c'est typiquement lié à cette valeur qui peut annoncer un truc aussi, hein, de manière totalement indépendante. Mais voilà, spéculativement, ça fait partie des valeurs qu'on garde un petit peu sur le coude parce que c'est des trucs qu'on sent ou qui peuvent péter ou pas. C'est pas des valeurs investisseurs, bien entendu, hein. Mais voilà, je garde ça sous le coude pour l'instant. Alstom, sinon, c'est toujours une tendance baissière, mais on continue de casser, on continue de pousser. On va commencer à arriver là dans une zone un petit peu de résistance, mais on peut même pousser jusque ici, hein, jusqu'à cette zone des 27,80 globalement, et après construire. Mais bon, on acte bien le retournement dorénavant. C'est très propre avec cette zone des 24 euros qui devient support. Apple, c'était le Nasdaq en avait besoin également, donc il avait commencé à bien tirer la gueule ici, on est venu chercher la zone des 132, on rebondit, là on vient pousser jusqu'à la moyenne mobile 20. Logiquement ça devrait bloquer, alors on peut toujours chercher un petit peu plus loin sur la zone des 150, mais c'est toujours la même chose, hein, je veux dire, pour l'instant ça reste du rebond au prorata de la baisse. On ne remet absolument pas en cause cette tendance baissière de court terme. Et donc, il ne s'agit pas, juste parce qu'on a passé 2 ou 3 bonnes séances là, de se dire, ça y est, on est arrivé, le marché américain va repartir comme en 40,
Non, va falloir certainement un petit peu de construction. Parce que le plus positif, ça serait de faire un truc de ce genre-là et de repartir comme ça. Mais là, voilà, c'est de la boule de cristal et pour l'instant, on va donc un petit peu patienter. Arcelor, là, il y avait un petit peu eu un mode boule de cristal, je vois, la semaine dernière, donc on avait bien poussé cette semaine. Éventuellement, donc on revient, on voit sur l'oblique ici. Donc peut-être petite conso à entrevoir, et le break au final qui peut toujours passer. Alors là l'idée c'est toujours la même chose, il y a toujours beaucoup de gens qui me parlent des PER. Ils me disent, oh, tu te rends compte quand même, c'est comme Jacques et Metal et compagnie, tu te rends compte, les profits sont absolument énormes, tu as un PER à 4, à 5, ouais très bien. Mais est-ce que le marché joue pas une fin de cycle, hein? Typiquement, je veux dire, si on est en train de partir sur de la décroissance, le marché peut très bien jouer aussi que ces valeurs, elles sont pas chères par rapport à leurs chiffres de l'année dernière ou de cette année, mais que parce qu'on est déjà en train d'anticiper globalement que l'année prochaine, ça va pas être si exceptionnel que ça, si on rentre vraiment dans la décroissance. Bon, pour éviter de se prendre la tête, vous regardez le graphique, à ce stade-là, hop, je tire la médiane, qui était ici, tac, et donc je me dis, tant que je suis dans la partie supérieure de la médiane, je reste positif et j'essaye de jouer le breakout haussier. Le cas contraire, j'allège ma position et je limite. Au niveau semi-conducteur, on a ASM international et ce qui nous intéressera là, pour l'instant, c'est du rebond technique. On devrait pouvoir revenir sur la zone des 300, mais c'est bien là où ça va être intéressant. Donc on a beaucoup de valeurs qui sont dans les mêmes dispositions, donc on a des bonnes réactions, donc des bons rebonds, mais avant de pouvoir dire, oui, potentiellement jouer un retournement plus ou des prolongations de rebond, il va falloir arriver sur les résistances et les casser. Donc il y a encore du chemin. Athos, là, c'est toujours une tendance baissière de fond, mais on est dans une bonne congestion court terme. Donc maintenant, la semaine prochaine, il va falloir réussir à casser cette fois-ci, ce qui nous permettra de revenir, je dirais, vers la zone des 27 euros. C'est ça qui sera l'objectif, et il faudra voir si on arrive à passer. Boiron, c'est toujours positif aussi. Toujours cette zone des 44 euros à franchir. CGG est en train de se relancer également, comme pas mal de valeurs pétrolières. On voit que le pétrole va toujours bien. Donc pour l'instant, je veux dire, le marché ne joue pas. Sur cet aspect-là, sur ce secteur d'activité-là, on voit que c'est toujours une question de flux qui dynamise et pas une question de peur de la récession du truc du machin. Donc on suit les flux pour l'instant. C'est pas encore maintenant que on change de dynamique. Donc on suit. On est en train de casser les 1 euro. On se remet dans de bonnes dispositions. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le CAC 40, du coup, qui est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête, eh ben, on a un certain appétit pour le risque qui revient. Ne pas oublier que tout l'argent aujourd'hui qui était sorti du marché par peur, s'était mis en cash essentiellement, et s'était pas replacé sur du refuge X ou Y, à part les mecs qui sont... c'est les fonds qui étaient partis sur du dollar, par exemple, ou des choses comme ça. Mais globalement, on s'est mis sur l'obligation court terme. Donc on s'est mis sur des trucs assez courts pour pouvoir rebasculer assez rapidement. Donc... c'est pas le cas de Claranova également, qui n'intéresse certainement pas beaucoup de fonds, si ce n'est les fonds de petite cap. Mais globalement, ça aussi, il faut se le dire, c'est que quand on a commencé un petit peu à faire le tour des grosses caps et de bien faire des rebonds sur les grosses caps, le marché peut consolider, mais tant qu'il ne consolide pas de manière très brute, mais qu'il consolide un petit peu à plat, ça permet à ce moment-là, en règle générale, de faire venir des flux sur les petites capes, qui, donc, elles aussi, se mettent en place, non pas des retournements haussiers, puisqu'on voit le chemin est encore très long pour ça, mais des rebonds au prorata. Et donc là, sur Claranova, c'est ce qui est en train de se dérouler éventuellement, et après la question, c'est donc jusqu'où, et éventuellement, on pourrait se dire, la zone est 3,30 €, 3,40 €, qui pourrait être une première zone, et après, il faudra voir comment on congestionne. Les biotech également, qui sont très mal aimés. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, sur Twitter, c'est toujours pareil, il y a toujours des mecs qui comprennent les trucs de premier degré, je vais essayer d'expliquer ici. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Parce qu'une bonne action peut en devenir une mauvaise, c'est-à-dire vous pouvez perdre de l'argent dessus, et une mauvaise action peut en devenir une bonne. La problématique de dire c'est une bonne ou c'est une mauvaise action, c'est ça que ça vous ancre complètement dans cette idée-là. Et donc du coup, vous vous dites c'est une bonne action, vous ne voyez pas venir la décroissance, vous ne voyez pas venir le retournement de tendance. Et donc vous ne voyez pas qu'une bonne action peut en devenir une mauvaise, et donc vous conservez votre bonne action, qui finit par en devenir une mauvaise, mais quand vous le réalisez, c'est trop tard. La même chose, la mauvaise action, vous dites, je balargue ça, je ne m'y intéresse pas, je ne suis même plus. Mais cette mauvaise action, par des raisons X et Y, peut en devenir une bonne, ça peut changer. Il ne faut pas catégoriser. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Il y a des actions. Par contre, ce qui est bon et ce qui est mauvais,
c'est comment je décide de les trader. C'est donc mon plan. Donc, quand c'est une daube et que je décide d'y aller, mais je sais que cette action-là, c'est une daube. Donc, je sais, par rapport à mon plan, je taille ma position de manière adéquate, je fais un plan pour jouer une configuration graphique. Si elle n'arrive pas, j'exécute mon stop. Okay, ce qui fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est une mauvaise action. Okay, mais en fait, ils se déresponsabilisent parce que c'est pas l'action qui est mauvaise, c'est leur plan qui a été mauvais depuis le départ. Et en fait, ils vont supputer qu'une action est mauvaise ou bonne par rapport à leur gain ou à leur perte. Et l'idée, bien entendu, c'est de pas faire ça. Et c'est de pas s'ancrer dans cette action elle est bonne, cette action elle est mauvaise, parce que ça vous empêche plus tard en fait d'être flexible. Et en tant que trader, en tant qu'investisseur, le plus important pour nous, c'est d'être flexible, pouvoir retourner sa chemise. Donc je ne veux pas m'ancrer dans c'est une bonne ou c'est une mauvaise action. Oui, il y a des valeurs, bien entendu, des sociétés qui sont beaucoup plus solides que d'autres. Je ne dis pas le contraire. Mais l'idée, c'est avant tout que l'action soit bonne, mauvaise, je m'en fous, que la société soit solide ou pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça, c'est mon plan qui va le dériver. C'est-à-dire que, bien entendu, je vais essayer d'aller chercher 30 ou 40% de plus-value sur une daube, mais avec une toute petite taille de position. Et je sais que mes probabilités sont peut-être plus faibles, et donc je ne vais pas chercher midi à 14h, si mon plan tombe à l'eau, je sors ma position. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter des daubes, qui font un plan, mais qui ne le respectent pas, et après qui disent « Ouais, mais c'est une mauvaise action, et le président, le management est une ordure. » Ok, très bien, c'est certainement vrai, bien entendu, mais vous le saviez avant. Donc, ce qui fait, c'est la différence, c'est pas que c'est de savoir si c'est une bonne ou mauvaise action, c'est votre plan. La même chose, hein. Je veux dire, c'est une bonne action, etc. Pharmagest, c'est une très bonne action, c'est une très bonne société, etc. On peut se dire tout un tas de trucs, mais vous prenez 30% dans la figure de baisse. Alors certains résisteront, moyenneront à la baisse, reviendront en disant dans 2 ans, ben voilà, j'ai bien fait. Et puis si jamais c'est pas le cas, ils reviendront dans 2 ans en disant ben maintenant je suis à moins 50%. Mais c'est toujours une bonne action. C'est ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise action, il n'y a que vous, que votre plan. Et donc il y a un bon plan et un mauvais plan. Et il y a une bonne exécution et une mauvaise exécution. C'est ça qui est important ici. C'est le process. C'est sur ça que vous devez vous concentrer. C'est ça qui, pour moi, le plus impitoyable en bourse, c'est qu'on a beaucoup trop de personnes qui se déresponsabilisent. Il faut pouvoir se regarder dans la glace et se dire « j'ai merdé ». J'ai décidé d'y aller, mon plan n'était pas forcément mauvais, mais je l'ai mal exécuté. Et c'est à délier de le gain ou la perte. Parce qu'il y a beaucoup de trades dont je suis content, parce que j'ai exécuté mon plan, donc j'ai pris une perte, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai tenu mon plan, j'ai fait mon plan, j'ai exécuté mon plan, c'est un bon trade. Par contre, il y a beaucoup de trades où j'ai gagné même beaucoup d'argent, mais j'ai pas tenu mon plan, j'ai vendu avant, j'avais peut-être pris une trop grosse position, donc ça m'a impacté émotionnellement, donc j'ai pas pu tenir mon plan, j'ai décidé de vendre toute la position en gain, parce que c'était un gain à X chiffres, et donc j'ai pas pu tenir, et l'action a continué de monter évidemment, et a réalisé mon plan, et là, je suis frustré. Donc il n'y a pas de mauvaise ou bonne action, il n'y a que des bons ou des mauvais plans, et des bonnes ou mauvaises exécutions. Et c'est ça sur lequel vous devez travailler. Et pas à me faire des réponses en mode premier degré, en mode si la bonne action c'est celle qui monte et la mauvaise c'est celle qui baisse. Non. Essayez d'aller creuser un petit peu plus profondément. DBV Technologies, donc spéculatif, il y en a beaucoup qui diront c'est une mauvaise action, mais non, ce qui nous intéresse ici, c'est un petit peu plus ce qui pourrait se passer sur la sortie. Donc, on essaye de jouer un plan. Le but, c'est qu'on n'essaye pas forcément de faire un home run, bien entendu. C'est qu'on a une bonne congestion qui est en train de sortir par le haut. On a un petit peu plus de volume aujourd'hui. Et ce qu'on essaye de jouer, c'est le prochain niveau. Donc, éventuellement, cette zone des 3,20 €. 3,10 €, 3,20 €. Et plus si affinité, avec 3,40 €, 3,50 €. Donc, c'est ça qu'on essaye de jouer. Après, c'est des biotech. Il peut toujours y avoir des annonces. C'est binaire. On taille la position de manière adéquate. Je vous le répète assez souvent. La gestion du risque, c'est la taille de position. Eramé, on était venu corriger
on est en train de repartir sur le support, on est en train de bloquer un petit peu là sur une résistance intermédiaire, mais après, bon, éventuellement, on va continuer à construire. Si jamais vous faites ça, c'est « Ah, oh mon Dieu, la récession !» C'est toujours pareil. Mais en attendant, on construit, on tombe. Des tendances haussières comme ça, tellement fortes, vous ne les retournez pas comme des crêpes. Vous avez besoin de faire des à-coups, et que petit à petit, en fait, vous avez la fatigue qui se met en place. Galapagos, on est revenu sur la zone de support, hein, 51 €, donc pour l'instant on y réagit dessus. Avant de parler de retournement, il faudra un dépassement des 55-56. Au niveau de GTT, c'est toujours très haussier bien entendu. À un moment donné, il faudra vous attendre à un prorata, sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. Mais c'est l'idée bien entendu, en attendant c'est bien haussier. Harmony Gold, donc pour l'instant c'est du rebond technique, on le voit, on est toujours sous cette première zone de gap qu'il faudra refermer pour commencer un petit peu à améliorer les choses. Mais bon là aussi il y a de l'eau qui doit couler sous les ponts avant de pouvoir parler de retournement. Le secteur du luxe a fini par aider le CAC 40, donc on a les doubles bottoms qui se sont mis en place. Ce qui nous intéresse au-delà de cela, hein, tac, c'est en gros qu'on est en train de revenir sur résistance. Alors passera pas, je veux dire même si on passe, l'idée c'est qu'on fasse ça ensuite. Si on passe pas, l'idée c'est qu'on fasse ça. Et du coup là, dans les deux cas, c'est des niveaux d'achat qui peuvent intéresser pour essayer de jouer les congestions et essayer d'en sortir par le haut et aller chercher l'oblique descendante ici, donc un petit peu plus haut, la zone des 1150. Ce qui nous permettrait de dire, oui, le CAC a peut-être les moyens d'aller chercher les 6007 grâce au luxe. Mais sans pour autant remettre en cause qu'on est toujours dans des bons gros biseaux et que pour l'instant, tant qu'on ne les casse pas à la hausse, on ne peut pas parler de retournement haussier. Imerys, là aussi c'est du rebond technique qui se met en place, bon, pas plus que ça. Inat Pharma, donc peut-être, hein, regardez, vous avez beaucoup de biotech qui peuvent en effet profiter d'un retour de l'appétit pour le risque. Donc là, Inat Pharma, ça peut être l'une d'entre elles. Il faudra casser, vous voyez, cette zone des 3 € pour arrondir, 3,10 €, et éventuellement, on verra, après il peut toujours y avoir des news, etc. On pourra revenir éventuellement chercher le prochain niveau qui est sur 3,30. Interparfum, je vous avais dit, voilà, c'est typiquement la bonne action, mais où vous prenez un moins 40% dans la figure. Alors ça vous fait une belle jambe, que ce soit une bonne action, sur les performances passées évidemment, parce que c'est toujours pareil. Donc ce qui nous intéresse ici par contre, c'est qu'on est en train de revenir sur la zone de support, et vous voyez, on a eu une première réaction. Alors ça reste que du rebond technique, il faudra le consolider, le casser par le haut, reconsolider, bref. On a tellement dégradé rapidement les tendances qu'il faut bien se dire qu'on peut avoir des prorata en rebond intéressants, mais qu'avant de pouvoir valider des retournements de tendance et des relances haussières, va falloir faire pas mal d'à-coups. Hein. Donc c'est ça vraiment qui est important de se dire et pas de penser que les trucs remontent en ligne droite. Hein. LVMH, c'est même chose que pour Hermès, on a cette zone de résistance ici sur les 605 et après on reconsolidera certainement. Et ce qui nous intéressera, c'est ce qui va le plus m'intéresser maintenant, c'est pas qu'on mette ce rebond là, c'est bien, mais c'est comment on va réagir à la conso. Et soit on réagit à la conso et on défend les supports, et là c'est bien, ça nous permet de dire les acheteurs sont capables de rivaliser avec les vendeurs, donc on est peut-être en train de changer le paradigme dans lequel on était depuis ces derniers mois. Donc est-ce qu'on a peut-être la possibilité de acter un retournement un peu plus durable, ou on recasse tout comme dans du beurre, et non, c'était un simple énième rebond technique dans une tendance baissière. Les vendeurs retournent comme des crêpes à ce moment-là pour valider la tendance baissière. Les vendeurs sont capables de retourner comme des crêpes les acheteurs. C'est ce qui nous témoigne qu'on est bien dans une tendance baissière. Et donc c'est ça qu'il va falloir observer ces prochaines semaines. Ça va être important. Morel et Prom également continue de pousser. Il faudra voir si elle arrive à ressortir. On va mettre un support ici en attendant aux alentours des 4,40 €. Mais ça reste positif. Navia, ça reste une petite valeur. Ce qui nous intéressera, c'est toujours la même chose, c'est que ça fasse ça, que ça fasse ça. Et là, si ça tient, on peut commencer à se dire, ok, ce qu'on voudra jouer, c'est ça. Et là, on commencera à acter le retournement. Tant que ce n'est pas le cas, ça reste du rebond technique dans une tendance baissière. Neoen, ça reste toujours positif à ce stade-là. Cette zone des 42 € toujours à breaker par le haut, mais éventuellement, on reviendra chercher peut-être les 38 € en support. Nutrien, on consolide, ça reste une tendance haussière hein, de fond. Hop, je vais ajuster un petit peu mon oblique. Et on est revenu donc sur le support oblique à ce stade-là. Donc avant de parler de relance haussière, il faudra revenir au-dessus des 100.
puisque la crise alimentaire n'est quand même pas terminée. Mais voilà, ça n'empêche pas que vous avez des titres, crise alimentaire ou pas, qui consolident leur tendance haussière, sans pour autant remettre en cause le scénario principal. Orange, ça continue d'être costaud, mais sur résistance, donc ça commence à bloquer, c'est normal. Il y a un bon dividende aussi qui va pas tarder. Où il est passé, je sais plus, je regarderai. Sinon, PayPal est en train également de sortir de son biseau descendant, donc on est en train de breaker également la résistance horizontale. Plusieurs niveaux qui vont m'intéresser, mais globalement pour couper court, hein, je verrai bien un retour sur cette zone des 91-92 $. Donc éventuellement encore de la marge sur le Nasdaq, mais je ne sais pas dire si on va y aller comme ça, ou si on va faire un petit truc comme ça, doucement, et on va y aller après. Ok, ça, j'ai pas le boule de cristal. Par contre, ce que je sais dire, c'est qu'au-dessus des 80 $, les probabilités sont quand même positives pour jouer un rebond prolongé. Pharmagest, donc c'est toujours, ça s'est amélioré, c'est devenu un petit peu plus propre, mais c'est toujours, vous voyez, dans la congestion. Donc ça casse par le haut, ça fait le pullback, on relance éventuellement la tendance haussière, ça casse par le bas, c'est reparti pour un tour mon kiki, mais c'est une bonne action. Prosus, là c'est une tendance qui est baissière, ce qui va nous intéresser c'est ici, là, ce petit truc là, hop, et on va partir également sur les triangles symétriques. Donc toujours un petit peu de la construction là-dedans, on redevient pas mal positif au-dessus des 43-44 €, tant qu'on va les tenir, parce que on reste du coup au-dessus de la médiane pour essayer de jouer la cassure par le haut, qui pourra éventuellement nous permettre de venir chercher la zone des 52-53 €. Rheinmetall, donc au niveau de l'armement, ça stagne, hein, ça reste des tendances haussières de fond, bien entendu, mais ça stagne. Hein, on voit qu'au niveau du conflit, de toute façon, il n'y a pas d'escalade supplémentaire à attendre. Donc c'est ce que le marché joue, globalement. Donc Ruby, ça se regarde. On a une bonne congestion, mode retardataire, donc je dirais qu'il peut y avoir des flux qui peuvent aider le titre si jamais vous avez la cassure qui se fait. Ça peut se réveiller assez rapidement. Ne pas omettre qu'on va stocker. Hein, il y a énormément de stockages qui vont devoir se mettre en place. Sanofi, ça reste toujours propre, hein, le côté healthcare défensif à ce stade-là. Donc au-dessus des 100 €, c'est toujours haussier. Sartorius, ça s'est réveillé également, donc dans le gros biseau descendant. On a le rebond qui s'est fait en plusieurs étapes. Éventuellement, on peut aller chercher, on voit cette zone des 328, 330 €. Et après, on aura la consolidation, comme tout le monde, et la congestion. Et c'est là où on pourra commencer à se dire des mots doux sur du moyen terme ou pas. C'est ça qui va être important. Là, ce qui m'intéresse, alors je fais des petits gribouillis, c'est sur Schneider, c'est la même chose, hein, le biseau descendant. Et donc, le rebond qui peut éventuellement revenir chercher les 130 € pour arrondir, revenir chercher les 127 et ensuite tenter de relancer. Ça, c'est le côté scénario positif. Si on n'arrive pas à retenir les supports et on repasse sous les 125 et je dirais a fortiori on casse cette oblique ici là et donc paf on recasse ici par le bas, on restera encore dans le biseau globalement et c'est moyen. Bon, c'est pas le scénario que je privilégie à ce soir, hein, j'ai une casquette un petit peu plus optimiste parce que j'aime bien les constructions, on a pris le temps de les faire, ça me plaît quand on prend le temps. Société Générale, donc vous avez eu la distribution de dividendes, le titre continue de monter, quasiment a refait toute la distribution de dividendes, donc c'est coup double si vous avez conservé vos titres globalement. C'est l'avantage de cette période de dividendes également, sur des titres qui sont, certes alors à long terme pas dans des tendances idéales, mais à court terme qui étaient dans des bonnes dynamiques avec du flux. Et c'est sur ces titres-là que vous pouvez éventuellement acheter la veille du dividende, toucher le dividende, et puis dans la foulée, essayer de jouer la remontada du titre qui vous permet de gagner en fait le dividende directement sans avoir la perte de capital. Puisque je rappelle que à l'instant T, vous ne gagnez absolument rien. Le dividende qui vous est distribué et qui vous est imposé de toute manière aussi, c'est de la perte de capital. Donc, il est pris du prix de l'action. Donc à l'instant T, vous n'avez rien gagné, vous avez même perdu puisque le dividende, vous ne le récupérez pas pleinement par rapport à un capital que vous auriez continué de détenir sur l'action et qui donc peut faire des intérêts composés. Le dividende, lui, si vous ne le réinvestissez pas, et même si vous le réinvestissez, il se fait bouffer de 30%. Donc voilà un petit peu pour
toujours les choses simples, faciles qu'on essaye de nous vendre en bourse parce que pour faire de l'audimat évidemment, puisque ça va parler à beaucoup plus de gens, mais qui sont terriblement soit fausses, soit nettement exagérées, et c'est mal, c'est mal approcher les marchés, je dirais. Solution 30, toujours une tendance baissière, bien entendu. Mais on a une congestion qui se met en place, un petit peu comme tout le monde. Alors là, il y aura du boulot, hein. Il faudra casser les 6, fermer ce gap pour se remettre dans des bonnes tendances. Mais c'est un titre que je me garde encore sous le coude. Je le regarde parce qu'il y aura une OPA ou un actionnaire majoritaire à un moment donné qui viendra et qui remettra un petit peu du top. Pour l'instant, bien entendu, ça manque de flux parce qu'il n'y a personne qui veut prendre le risque de revenir trop tôt sur le dossier, alors qu'il y a toujours des casseroles ou des cadavres dans les placards éventuellement. Et si jamais, évidemment, le but c'est pas de dire il y en a ou il n'y en a pas, c'est si jamais il y en a, quand vous êtes gestionnaire de fonds, le client va vous dire pourquoi tu es revenu. Il y avait un risque, donc tu fais une erreur, c'est une erreur professionnelle. Il n'y aura jamais personne qui va vous virer d'un fonds parce que vous avez acheté du LVMH, que LVMH s'est pris 50% dans le coin de la gueule et que vous ne l'avez pas vu venir. En plus, vous ne serez pas le seul à avoir perdu sur LVMH, donc globalement, vous direz c'est la faute du marché. Moi, j'ai été un gérant responsable, j'ai acheté une bonne boîte. Encore une fois. Par contre, vous achetez une solution 30 quand vous savez déjà qu'il y a des risques, du truc, du machin. Là, solution 30, il s'avère qu'il y a un cadavre qui sort du placard, pour une raison X ou Y. Vous allez vous faire taper sur les doigts et vous allez vous faire virer pour faute professionnelle. Parce que là, réellement, personne ne comprendra cette idée-là. C'est bien pour... C'est manichéen parce que il faut bien comprendre un petit peu ce côté pervers un petit peu. Aussi des choix que certains gestionnaires de fonds peuvent faire parce qu'ils réfléchissent également à leur carrière. Hein, et il faut qu'ils bouffent à la fin du mois. Donc il y a cette psychologie du marché également. Ce n'est pas que le particulier, c'est les gestionnaires de fonds aussi qui sont impactés. Parce que moi, honnêtement, je peux faire un pari sur Solution 30 et vous dire, ouais, il va y avoir une OPA, le truc, le machin. Allez, je prends maintenant, et dans un an, je sais pas, il y a l'OPA à 12 euros, et je vous dis, vous voyez, trop fort. Le gestionnaire de fonds aussi, le petit gestionnaire de fonds, il peut prendre un pari. Et il peut jouer sur ça, sur sa promo derrière, pour dire, voilà, j'ai une stratégie qui me permet de surperformer le marché. Mais ce que personne ne verra, évidemment, c'est qu'il prend peut-être un peu plus de risques que ce que les gens qui mettent de l'argent dans le fonds sont prêts à prendre. Et le jour où il se plante, ça sera la fin parce que tout le monde retirera l'argent et qu'il n'aura pas la capacité de continuer. Ou alors, c'est un gestionnaire qui n'est qu'un employé dans un fonds et qui ne prendra jamais ce type de risque-là parce qu'il sait très bien que s'il a raison, ça ne va pas grandement impacter sa performance, sa surperformance. Parce que il est régi par tout un tas de règles qui font qu'il ne pourra pas prendre une taille de position trop énorme. Et par contre, s'il se plante, il sera viré. Parce que personne ne comprendra et n'acceptera de répondre au client que il y avait une raison logique de prendre le titre alors que tout le monde est au courant qu'il y a un risque éventuellement de poteau rose. C'est ça qui est important de comprendre dans ce système de flux. C'est que vous avez des titres qui vont rester pas chers éventuellement, parce que un gestionnaire de fonds ne mettra pas sa carrière en péril pour anticiper sur ce titre-là. Il y reviendra, mais quand il y aura eu justement l'essentiel de la hausse ou des politiques structurantes qui lui permettront de se dérisquer et si jamais il se plante, de dire « Non, mais j'avais rien à me reprocher, parce que vous voyez, sur toutes ces news-là, globalement, c'était clean. » Et puis, il y a mon voisin, l'autre voisin, etc., chez Richelieu, le truc, le machin, chez Rothschild, ils ont fait pareil. Donc, mes compétences ne sont pas remises en question. Donc ça aussi, c'est très important pour moi de comprendre un petit peu et d'expliquer ces logiques de gestionnaire de fonds pour expliquer les flux, parce que c'est ça qu'on essaye de traquer. Stellantis, c'est toujours pareil, on a des bonnes congestions qui se mettent en place sur l'auto. On a vu les équipementiers ont déjà cassé par le haut, Forcia, Valeo et compagnie. Donc maintenant, peut-être, les constructeurs, avec Stellantis, donc qui n'est pas loin de la cassure, si on casse, on peut éventuellement revenir chercher, je dirais, les 14,70 €. Et bon, ça reste des tendances baissières, hein, mais on est peut-être dans des figures plus larges. Donc c'est ça qu'il faut se dire.
Technicolor, là aussi c'est toujours propre, on est en train, vous voyez, petite conso break, donc on est en train de valider ce break là, en tout cas de l'oblique. Ce qu'il faudra maintenant c'est valider également l'horizontale, et on devrait pouvoir poursuivre le mouvement. Technip Energy, même chose, on est dans la congestion ici, donc à casser par le haut pour perdurer le mouvement. Au niveau de Tilray Bonds, je me suis fait secouer un petit peu et sortir comme un malpropre. Mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on est dans la congestion. Ici, ça reste des tendances baissières, hein. Donc valeur de croissance, tendance baissière avec dimension spéculative. Et ce qui nous intéresse globalement, c'est la sortie de cette figure-là, qui peut vous faire un truc comme ça, globalement, et après ça peut partir en spécul. Alors après c'est sur le cannabis, alors je ferai ou pas, je verrai selon mon temps, une vidéo, mais l'idée c'est toujours la même chose, c'est qu'on est sur des titres quand même qui sont sur des secteurs en croissance, donc si jamais on parle stagflation, ben, le marché va quand même s'intéresser à des secteurs d'activité qui restent en croissance. Mais après, voilà, il y a à boire et à manger dans toutes les valeurs du secteur. Il y en a certaines qui sont pas rentables, il y en a d'autres qui sont un petit peu rentables, il y en a qui sont pas rentables parce qu'elles mettent tout le paquet dans le marketing, le truc, le machin, pour essayer de croître le plus rapidement possible, ou essayer de bouffer le voisin. Et puis il y a celles qui sont pas rentables parce que le business n'est pas rentable et il ne le deviendra pas. Donc soit elles se font racheter, éventuellement quelques activités qui peuvent être consolidées dans d'autres secteurs, soit elles crèveront, et ça fait partie de tout nouveau secteur, de la vie de tout nouveau secteur, de la même manière que sur le monde des cryptos, etc. C'est exactement la même chose. Et c'est sain, hein, c'est la destruction créatrice, et ça permet de réallouer le capital sur des meilleurs business, et donc ça va permettre de financer des business qui vont pouvoir dégager une meilleure rentabilité à l'avenir. Donc c'est là où on en est. Donc j'ai fait un petit peu la vidéo avant la vidéo, mais c'est là où on en est globalement. Et c'est pour ça que je regarde pas mal le secteur. Tilray fait partie des grosses, il y a beaucoup de volume et c'est pour ça que je la trade, parce que je suis encore dans le côté trade et pas dans le côté investissement. Donc du coup, on a joué à se faire peur parce qu'il y a des refinancements sur certaines boîtes et ça a fait peur un petit peu à tout le secteur, mais globalement, vous voyez, on fait la mèche basse et on relance. Bon, j'ai eu une crainte et j'ai préféré sortir. Pas de mal, mais ça fait partie du jeu. Donc j'ai protégé le capital, mais globalement, la configuration est toujours bonne, et même au contraire, on a bien validé qu'elle restait bonne en termes de rebond, hein, au prorata. Donc ça reste spéculatif, et on verra s'il y a un petit retour de bâton, éventuellement, je le reprendrai. Total Energy, ça reste très propre, hein, on peut toujours avoir une conso sur cette zone des 52 €, mais qui devient maintenant la zone de support. Twitter, je continue de conserver parce que je continue de jouer l'OPA. Moi, je pense que Musk va aller au bout, on verra. Ça fait partie d'un pari asymétrique. Ubisoft, ça reste toujours positif. Éventuellement, ça peut toujours construire la zone des 44 € qui devient support, mais la même chose, on a les congestions qui se mettent en place. Ça peut encore tergiverser, mais ce qui va nous intéresser, c'est le break. C'est le break. Et après, on verra la suite. Unibail, pour l'instant, c'est assez neutre. Il faudra recasser les 72 € pour relancer un petit peu la dynamique. Valourec, on a fait une petite consolidation pro rata qui est revenu chercher l'ancienne résistance devenue support, et donc on relance. C'est des valeurs qui restent haussières à ce stade-là, mais qui sont en train de digérer un petit peu leur hausse. Et Worldline, ça ressemble un petit peu à Atos, sauf que là, on a déjà cassé une première oblique qui nous permet éventuellement de viser les 40,50 €, 41 €, mais ce que j'aimerais bien viser, c'est à titre perso, c'est les 42,50 €, 43 €. Ça reste une tendance baissière, hein. C'est important de le dire, ça reste une tendance baissière, donc je reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Je joue pas que ça va se retourner à la hausse rapidement. Voilà, et donc avec la voie cassée, j'ai réussi à faire plus long que la semaine dernière, qui était déjà longue. Donc j'essaierai de couper les vidéos en 2 parties. Voilà, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker les vidéos, de les partager également avec d'autres investisseurs, que ça peut aider, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également toutes les autres vidéos que je peux publier, et de me dire ce que vous pensez, qu'est-ce que vous suivez comme action, qu'est-ce que vous pensez du marché dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire et de vous y répondre. Je vous souhaite en attendant un long week-end. N'oubliez pas que les US sont fermés lundi, l'Europe non. Donc une espèce de long week-end pour certains d'entre vous qui sont peut-être sur les US. Excellent week-end les graphes et à la prochaine. Salut.